Bonsoir, le calme revient à Bokeh, le courant est de retour dans les foyers de la cité. Pendant ce temps, la SMD et l'Europe offrent des groupes électrogènes aux populations. Les détails dans ce journal. La lutte contre l'insécurité alimentaire s'intensifie dans la région et Conakry abrite depuis ce lundi une concertation d'experts sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. La CENI dans les QG des partis politiques, l'objectif est de rassurer opposition et pouvoir sur l'organisation des élections locales. Makeme Donzo nous en dira plus dès le début de ce journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, opération séduction des partis politiques. La nouvelle équipe de la CENI rassure opposition et pouvoir. Des commissaires de l'institution chargés d'organiser les élections dans le pays ont rencontré les leaders du RPG Arc-en-Ciel et du FAD, le Front pour l'alternance démocratique. Au menu des discussions, l'organisation des élections locales. Makeme Donzo, Sarafin Tene Koulibaly. Pour des élections libres et équitables, la CENI entend travailler en amont avec l'ensemble des partis politiques. C'est ainsi que le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, et le FAD, Front pour l'alternance démocratique, ont reçu les commissaires de l'institution électorale. Un échange direct pour briser les tabous et les suspicions. Ces explications, c'est le découpage électoral au niveau, par exemple, des zones qui sont éloignées des bureaux de vote. Donc il a rassuré que la loi maintenant exige 2 km pour ce qui concerne les centres urbains et 5 km la zone rurale. Donc ce qui est sûr, c'est qu'ils vont remédier aux imperfections pour que vraiment le processus se passe dans de bonnes conditions. Nous avons très bien donc apprécié cette visite et à notre tour, nous nous sommes mis à la disposition de la CENI pour dire à ses membres que nous serons des partenaires certes exigeants mais disponibles pour que le processus électoral guinéen soit remis sur les rails. Nous avons souhaité que les élections locales se tiennent le plus rapidement possible. Nous avons dit que nous serions prêts à participer effectivement à l'atelier que la CENI va organiser, dans la mesure où cet atelier va être pour nous un cadre de concertation, de discussion, qui va certainement aboutir à des décisions consensuelles. Un nouveau climat de confiance dont la CENI entend tirer profit. Son défi, répondre aux exigences du scrutin apaisé et consensuel. Aujourd'hui, la CENI a décidé unanimement de renouer ce fil de dialogue, de discuter avec toutes les parties prenantes pour qu'ensemble nous puissions discuter et prendre des décisions majeures concernant notre processus électoral. Vous savez, quand il y a une coupure entre l'OGE et les parties prenantes, il arrive souvent que le processus soit décrédibilisé. Ce que nous voulons éviter forcément. Prochaine étape, la Cour constitutionnelle, le QG de l'Union des forces républicaines et la Haute Autorité de la communication. Et puis ce communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans un communiqué officiel le 31 juillet 2017, avait lancé un appel solennel à toutes les parties impliquées dans l'application de l'accord politique d'octobre 2016 à redoubler d'efforts et d'ardeur afin que tous les engagements soient effectivement respectés dans les délais prévus. L'organisation des élections communales qui constitue aujourd'hui une priorité absolue pour le gouvernement et pour toute la nation entière est une préoccupation majeure du chef de l'État. À ce propos, la Commission nationale électorale indépendante CENI a annoncé avoir élaboré un projet de chronogramme assorti du budget pour ces élections. Le gouvernement affirme que la totalité du budget pour les élections communales est disponible. Pour cela, il a été demandé à la CENI, dans le respect de son indépendance et de son autonomie financière, d'élaborer un plan de décaissement et de garantir la mise à disposition des justificatifs liés à l'utilisation des ressources. Le souci du gouvernement est la bonne utilisation des ressources financières mises à la disposition de la CENI. À cet effet, sur les 350 milliards demandés par la CENI, sur instruction expresse de M. le Président de la République, 90 milliards entièrement supportés par le budget national sont déjà disponibles pour faire face au paiement en instance et au lancement effectif du chronogramme.
Conformément au principe de régularité et de transparence des dépenses publiques, les paiements seront effectués en fonction du plan de décaissement élaboré par la CENI et à la présentation des pièces justificatives des dépenses déjà réalisées. Toutes les dispositions sont déjà prises par le ministère du Budget à cet effet. Il appartient désormais à la CENI, en accord avec tous les acteurs concernés, de proposer rapidement un chronogramme définitif et une date pour l'organisation des élections locales. D'ici là, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, appelle les uns et les autres à privilégier le dialogue pour résoudre tous les problèmes et à s'abstenir de tout acte ou comportement qui pourrait affecter la paix dans le pays et le climat de confiance entre les acteurs du processus électoral et démocratique dans notre pays. Conakry, le 18 septembre 2017, le bureau de presse de la présidence de la République. Une question: comment améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéens? La réponse pourrait se trouver dans une rencontre tripartite, gouvernement, syndicats et patronat. Ce lundi, ils se sont retrouvés à Conakry pour échanger par exemple sur la grille salariale des fonctionnaires et des agents du secteur privé. Baba Kuyati suit pour nous cette rencontre. Regardons son compte rendu. Ça y est, longtemps attendu, le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat sont autour de la table. C'est le début des négociations tripartites pour l'année 2017. Au cours de ces consultations, plusieurs questions relatives à la vie des travailleurs guinéens seront évoquées. Nous pensons, d'après les premiers discours que nous avons écoutés du gouvernement, que nous allons nous entendre. Mais nos revendications sont connues. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Quand je dis amélioration des conditions de vie des travailleurs, c'est le salaire. C'est notamment la grille salariale. Tout travailleur est amené à aller à la retraite. Donc notre second point, c'est la prévoyance, c'est la protection sociale. On a mis en place des institutions, mais comment le financement de ces institutions va se faire? Ensuite, nous avons parlé dans un de nos protocoles des logements sociaux. Tout le monde est habilité à aller à la retraite, ou nous-mêmes, travailleurs actifs, nous avons besoin d'un toit. C'est ce que nous, mouvement syndical, nous avons appelé un toit pour chaque travailleur. L'autre volet qui fera l'objet de discussion est l'instauration de la convention collective pour le secteur privé. Le cas des journalistes évoluant dans les médias privés est cité en exemple. Imaginez-vous qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas assuré, qui ont quel salaire? Même pas le SMIC. Le gouvernement, qui partage les difficultés que rencontrent les travailleurs, renouvelle sa volonté de poursuivre ses efforts portant sur l'amélioration des conditions de vie de travail des Guinéens. Le président Alpha Condé a suffisamment montré le souci qu'il avait d'améliorer les conditions de travail des Guinéens, les conditions de vie, le pouvoir d'achat. Et donc tout ce qu'il est possible de faire, nous l'avons fait sans même parfois être sollicité par les syndicats. Le reste a fait l'objet de négociations, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, nous avons su bénéficier de l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux et nous espérons que cette fois-ci, ça va également être le cas. Après cette ouverture officielle, les travaux vont se poursuivre avec les techniciens des différentes entités. L'objectif est d'obtenir un consensus sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour des présentes négociations tripartites. Et puis le Premier ministre a reçu en audience les responsables du groupe Al Bayrak, une société turque spécialisée dans les transports. La mission était venue chez le Premier ministre pour lui faire le point de la mise à circulation de nouveaux métrobus dans la ville de Conakry. Ousmane Bangoura. Ce sont les responsables du groupe Al Bayrak, une société turque spécialisée dans les transports. Ces techniciens envisagent la mise en circulation de nouveaux métrobus dans la ville de Conakry. C'est un métrobus d'une capacité d'accueil de 14 000 passagers heure, avec une durée de voyage de 44 minutes et une longitude de ligne de 23 km. Jusqu'à ce que le métrobus soit construit et mis en route, ces bus vont desservir la ville et pourront donc aider les citoyens à traverser la ville en toute
confort. Avec le métrobus, donc le projet de métrobus, la ligne, le trajet de construction a été validé. La validation du projet, nous allons pouvoir construire toute la ligne de métrobus en un an et le mettre en route. Cet ambitieux projet devrait permettre à la population guinéenne de réduire considérablement les temps d'arrêt dans les abribus. La Turquie, donc spécialisée dans ça, ils l'ont fait aussi bien chez eux qu'en dehors de leur pays. Alors donc la Guinée veut bénéficier de cette expérience, peut-être qu'il va être l'exemple en Afrique, parce que ça n'existe nulle part et c'est eux seulement qui le font. Ils vont commencer à travailler tout de suite. Donc Conakry va connaître un nouveau visage de transport collectif. Très bientôt, donc le chemin sera présenté par eux aux autorités guinéennes. Le gouvernement guinéen, à travers son Premier ministre, s'engage à soutenir les partenaires pour la réalisation de ce projet. Le chef du gouvernement, Mamadi Youla, a aussi exhorté la mission au respect des engagements. Actualité à Boké, le consortium SMD-WAP des sociétés minières installées dans la région offre à la ville des groupes électrogènes pendant que les esprits se calment dans la cité. Après plusieurs négociations avec le gouvernement, témoignage dans ce reportage d'Alpha Kabiné Koulibaly. En attendant l'arrivée des groupes électrogènes commandés par le gouvernement pour remplacer les groupes qui sont en panne à Boké, le consortium SMB-WAP a mis à la disposition des populations de Kakandé 3 groupes électrogènes de 500 kVA chacun. Ce geste de la société minière de Boké SMB contribuera à améliorer les conditions de vie des populations de Boké. Dans le souci d'instaurer la paix et la quiétude à Kakandé, le gouvernement et le consortium ont pris toutes les dispositions pour satisfaire les besoins immédiats des citoyens de Boké. Les orpailleurs. Je vous amène à Kintignan, c'est à Siguirin, une des principales zones minières du pays. Là-bas, et vous allez le voir, une campagne d'information sur les droits et devoirs des orpailleurs vient d'être lancée. Elle touche un nombre important d'exploitants artisanaux de l'or, une initiative de la CICID. Pourquoi? Voyons tout cela avec notre reporter Ansoumane Toumani Kamara. Comme dans toutes les zones minières du pays, la préfecture de Siguirin est souvent le théâtre d'incompréhensions parfois violentes entre population et sociétés minières d'une part, mais aussi d'affrontements intercommunautaires à cause de la non-maîtrise des lois et conventions relatives à la gouvernance du secteur minier. Samedi des mines est une initiative de l'ONG CICID qui réunit tous les acteurs de la communauté pour s'informer et échanger autour des questions brûlantes de la gestion des zones minières. Nous voulons que désormais, d'abord que les différentes structures aussi présentes, les représentants des différentes structures ici fassent la restitution auprès de leurs structures. L'autre attente aussi, c'est de voir désormais les communautés et tous les acteurs s'impliquer dans l'application effective des différents droits, mais aussi des différentes obligations, mais surtout la maîtrise du contenu des thèmes qui ont été développés et déroulés lors de cet atelier de formation et d'échange. L'étape de Siguirin centre a porté sur des thèmes comme l'étude d'impact environnemental et social, la politique du contenu local en Guinée, les minerais de développement négligés et le code minier guinéen. Cet atelier va nous permettre, nous en tant que jeunes, de connaître réellement ce que nous devrons réclamer à travers les sociétés minières sans créer de problèmes ou bien sans faire des dégâts matériels à travers ces sociétés-là. Parce que les sociétés-là sont là aussi pour nous à travers les emplois jeunes et, comme on appelle, le développement local de notre communauté. L'initiative Samedi des mines, après une année d'activité d'information et de renforcement de capacité à Conakry, vient à la rencontre des populations de toutes les zones minières de la savane guinéenne. C'est fait, la forêt du mont Kakoulima est délimitée. L'objectif du ministère de l'Environnement est de protéger la flore, mais aussi les populations. Les experts craignent des éboulements. Les constructions anarchiques sont légion sur les sites. Comment mettre fin à ces pratiques? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Classés comme patrimoine de l'État depuis 1944, les 2/3 des 5700 hectares de la forêt de Kakoulima sont aujourd'hui dévastés.
Sur différents flancs, ce sont des constructions qui poussent de façon anarchique avec tous les risques que cela pourrait engendrer. Face à cette situation, des opérations de délimitation du site sont engagées. Il est grand temps de prendre des dispositions nécessaires pour arrêter ces actions de dégradation. Il y a eu lotissement d'abord, il y a eu morcellement, il y a eu distribution des parcelles, il y a eu vente des parcelles. Donc, quelque part, les cadres de l'État sont impliqués. Aucun citoyen n'est venu ici au hasard, soit par le biais de l'habitat ou soit par le biais de l'environnement. C'est entre les deux départements qui sont responsables de la destruction de notre environnement. Pour endiguer ce phénomène de façon durable, des voix s'élèvent pour une meilleure collaboration entre les départements en charge des forêts et de l'habitat. D'abord, il faut que l'on réveille notre commission mixte, ministère de la Ville et ministère de l'Environnement, parce que nous devons travailler en synergie d'action. Vous savez que dans le Code de l'environnement, il est dit que pour faire un lotissement, le ministère de la Ville doit se rapprocher de l'environnement. Le suivi fait partie de notre mission régalienne en tant que ministère de l'Environnement. Donc le suivi sera fait comment? D'abord, il y aura un redéploiement de nos conservateurs de la nature sur les sites, parce que c'est eux qui sont les gardiens de nos forêts. Cette mesure de délimitation va toucher également les forêts classées de Rabitaille, du Mont Dixine et celles qui se situent dans les environs de Koya. Elle sera suivie par un programme de reboisement des sites dévastés. Je vous l'annonçais en titre, Conakry abrite une rencontre régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le sujet en débat à Conakry mobilise une dizaine de pays engagés à lutter contre l'insécurité alimentaire. Le point avec Thierry Osman Diallo. Pour améliorer la production agropastorale et lutter contre l'insécurité alimentaire, les États développent une synergie d'action. Au moment où la fin des grandes pluies s'annonce, les représentants de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel se réunissent à Conakry pour analyser les premiers résultats de la campagne agropastorale 2017-2018. Par endroits comme au Niger, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, la forte pluviométrie a occasionné des catastrophes et d'énormes pertes agricoles. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel va proposer des solutions pour éviter l'apparition de crises alimentaires dues aux problèmes survenus. Et si nous avons un dispositif extrêmement important de collecte et d'analyse de veille, le système d'alerte précoce avec nos partenaires qui sont là, ça nous permettra de dire attention, dans tel endroit il faut peut-être s'aimer plus tôt parce qu'en fin de campagne, il risquerait d'avoir des inondations. Donc si on utilise par exemple des variétés précoces qui peuvent mûrir à 2-3 semaines avant l'inondation, donc on aura gagné. Et on peut aussi dire à la population de ne pas habiter dans tel endroit, parce que si la saison s'annonce très bonne, il y a de fortes risques qu'il y ait des inondations. Voilà pourquoi ce dispositif est extrêmement important et ça a permis à la région de rester toujours devant la scène et de prévenir, de pouvoir éviter les catastrophes. De nombreuses organisations internationales spécialisées dans le développement du monde agropastoral prennent part à ces travaux de Conakry qui vont durer 3 jours. 72 heures de réflexion dont les résultats sont très attendus par les gouvernements de l'ensemble des États représentés pour mieux comprendre les perspectives agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est à partir de là qu'on saura si la campagne est en train de se dérouler comme prévu ou alors s'il y a des insuffisances, auquel cas il va falloir prendre les dispositions nécessaires pour corriger ces insuffisances-là. Donc c'est une rencontre extrêmement importante qui permettra éventuellement de tirer la sonnette d'alarme et de mobiliser les forces pour essayer de faire en sorte que la campagne se déroule comme prévu. C'est en 1972 que le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a été créé après qu'une crise alimentaire ait traversé certains pays de la région suite à une sécheresse.
Depuis, les États se serrent les coudes pour éviter les répercussions alimentaires des catastrophes naturelles. La Guinée a rejoint l'organisation en 2011. Chapitre éducation. Les cours ont repris ce week-end en Guinée. Pendant ce temps, certaines écoles enregistrent des effectifs pléthoriques. La question préoccupe le gouvernement et à Mamou, un collège et lycée sont construits et équipés par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Témoignage en images avec Amadou Touré, notre envoyé spécial à Mamou. Certains lycées collèges de 28 salles de classe équipées en table-banc, 2 directions, des toilettes et une adduction autonome que le gouvernement guinéen a réalisé à la faveur du 56e anniversaire de l'indépendance. 3 ans après, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation met les édifices à la disposition des autorités de Mamou. Nous vous remercions pour la promptitude avec laquelle vous avez équipé ces beaux bâtiments offerts par le président de la République et le gouvernement au profit de la jeunesse scolaire de Mamou. Nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le ministre, de l'engagement du Conseil communal à contribuer à leur préservation au profit de la jeunesse. 6%, c'est le taux de réussite enregistré par Mamou au baccalauréat unique session 2017. Plusieurs spécialistes trouvent les raisons de cet échec scolaire de la ville Carrefour dans la pléthore des élèves dans les classes. Et c'est pourquoi cette inauguration est perçue comme une opportunité pour relever ce défi. On ne peut pas avoir une telle infrastructure et qu'à la fin de l'année, qu'on dise que c'est 5% de taux de réussite. J'ai demandé au DPE et à l'IRE de faire impliquer les administrateurs territoriaux, les maires, dans le choix des professeurs qui doivent répondre, qui ont le profil d'enseigner en classe de terminale. Parce que si on est sévère avec les enfants dans leur évaluation, il faudra aussi qu'on mette à leur disposition des enseignants de qualité. Nous allons nous donner les mains avec tous les cadres de la préfecture pour que les 6% de taux de réussite de cette année soient multipliés au moins par 10. Par décision du département, ce désormais ex-lycée collège Cabral est scindé et nommé respectivement lycée Amicar Cabral et collège Siradio Diallo. Le professeur Alpha Condé est un grand homme. Parce que la grandeur de quelqu'un, c'est la reconnaissance de quelqu'un vis-à-vis des collègues avec lesquels il a travaillé. C'est la première fois qu'on donne le nom de Siradio à une infrastructure, en tout cas à quelque chose en République de Guinée. Je suis très honoré. Je le dirai officiellement à ma famille, aux autorités ici présentes, pour qu'ensemble nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire pour remercier le président de la République. À cause de l'expansion galopante de la ville, certains élèves de nouveaux quartiers, comme ici à Madina Tambassa, éprouvent de réelles difficultés à rallier les écoles de Mamou et c'est pourquoi le ministère décide de réaliser dans les mois prochains un collège de 12 salles de classe sur ce site. Pendant ce temps, plusieurs observateurs s'inquiètent de l'encadrement des élèves à cause des effectifs pléthoriques dans les écoles. Cela s'explique par le taux élevé d'échecs cette année aux différents examens nationaux. Vous allez l'entendre, la responsable d'école rassure, des dispositions sont prises pour un meilleur déroulement des cours. C'est un compte-rendu signal Gassimouba, le texte est commenté par Mamadou Saliouba. Au lycée 1er mars de Matam, voici le message qui vous accueille. Pour l'année scolaire 2017-2018, pas de place disponible. Dans cet établissement public, la priorité est accordée aux élèves inscrits depuis l'année dernière. Ici, 3000 élèves sont attendus. Un effectif rehaussé par les redoublants au baccalauréat et au BEPC. Quand on s'est assis, on a dégagé les statistiques, les promus, les redoublants, le nombre de groupes pédagogiques que l'on pourrait éventuellement constituer en fonction du personnel enseignant disponible. Ce qui fait que nous avons constitué 33 groupes pédagogiques. Il reste évident qu'il faut que les 33 salles soient prêtes à recevoir les élèves. Et nous avons des statistiques et les ratios semblent élevés. C'est le mobile d'ailleurs qui nous a poussé à faire une affiche pour dire qu'on n'a pas de place disponible. Autre établissement, même réalité. Au lycée Kipé, 23 salles de classe sont disponibles pour 2000 élèves.
Dans les classes de terminale, 540 redoublants vont rejoindre les candidats normaux. Ici, un calendrier est élaboré pour un bon déroulement des cours. L'année dernière, par exemple, nous avions 23 groupes pédagogiques, mais nous sommes obligés d'aller à 30 groupes pédagogiques, ce qui va nous conduire à une double vacation, parce que nous n'avons que 23 salles disponibles. Donc ces 23 salles-là seront utilisées de 8h à 14h, et le soir, les 7 autres groupes pédagogiques qui viennent vont aussi. Ce système-là qui peut nous permettre de regorger les différents effectifs. De son côté, la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école s'active pour une rentrée scolaire réussie. Comment améliorer la santé des filles et femmes victimes de mutilations génitales et de fistules obstétricales? Le sujet est au menu des échanges d'une mission médicale de réparation à Conakry. Gynécologues et urologues de 4 universités de la sous-région et des experts français en santé génésique échangent sur la question. Le programme va prendre en charge une centaine de femmes, comme le montre ce reportage de Sori de Kera. La réparation des séquelles de fistules obstétricales et de mutilations génitales féminines en Guinée, c'est l'objectif principal de cette mission médicale. Elle est composée d'urologues et de gynécologues guinéens, sénégalais, ivoiriens et béninois. Pour réussir leur mission délicate, ces universitaires bénéficient de l'expertise de 4 spécialistes français en santé génésique. La Guinée nous a attirés d'abord parce qu'on a beaucoup de Guinéennes en France qui viennent et qui demandent principalement d'être prises en charge pour une violence faite à la femme, qui est l'excision. Elles viennent aussi pour des violences conjugales. Donc on a des portes d'entrée différentes qui nous permettent évidemment d'identifier une femme qui peut avoir plusieurs problématiques. Le programme de réparation touche près de 100 femmes dans le pays. Après les séances de consultation, chaque patiente doit subir la chirurgie réparatrice dans ce bloc opératoire de la maternité de l'hôpital national Ignace Dine. De cette salle, d'autres spécialistes échangent en direct avec l'équipe du bloc par vidéoconférence sur les techniques de la réparation. Pour les fistules, il faut fermer les fistules et rendre les femmes sèches. Des femmes qui ont vécu avec un trou dans leur vessie ou un trou dans le vagin qui va permettre au sel, au lieu de sortir par le trou normal, sortir par la vessie, est quelque chose de très éprouvant pour les femmes. Et souvent, elles vivent avec pendant plusieurs années. Et notre objectif, c'est de fermer ces trous, si vous me permettez l'expression, mais aussi essayer de les ramener davantage dans la condition humaine, dans leur condition de femmes, pour qu'elles sentent qu'elles sont de vraies femmes. Puisque vous savez que quand elles ont ces accidents, elles sont sorties de la chambre conjugale. Elles sont parfois complètement exclues de la famille et exclues de la société parce qu'elles sentent mauvais. Selon une enquête récente de démographie et de santé, les mutilations génitales féminines touchent 31% des femmes guinéennes. En plus de la dimension médicale de cette problématique transversale, les causes de la persistance du phénomène, ses conséquences sociales et les approches de lutte ont été largement abordées lors de cette rencontre entre la mission médicale et les responsables du ministère des Affaires sociales. Et puis la 6e édition du Forum économique ivoirien se prépare. À Conakry, le secteur privé annonce sa participation à ce rendez-vous annuel. L'événement mobilise chaque année des opérateurs économiques de la sous-région. Mamadi Gassama nous en dit plus. Du 1er au 14 juillet dernier, la Guinée a abrité le premier Forum économique guinéo-ivoirien. À l'occasion de ce rendez-vous économique, plusieurs chefs d'entreprise ivoiriens se sont rendus à Conakry. À présent, c'est à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire d'inviter les acteurs du secteur privé guinéen. La 6e édition du Forum économique annuel est annoncée à la fin de ce mois. Il y a un engouement, n'est-ce pas? Les opérateurs économiques se sont fait massivement enregistrer et une commission a été formée à cet effet, composée de 3 patronats, et cette commission travaille d'arrache-pied pour essayer de mobiliser le maximum d'opérateurs pour répondre donc à cette invitation. L'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Africains puissent être en mesure de compétir de la même manière dans tous les continents.
Donc ce forum d'Abidjan est extrêmement important parce qu'ils vont nous donner les outils nécessaires et les stratégies que nous allons mettre en place pour que nous soyons compétitifs. L'enjeu de ce forum économique est de sensibiliser les chefs d'entreprise africains sur la nécessité de promouvoir leurs affaires dans les différents pays du continent. Pour certains chefs d'entreprise, la Guinée a attiré profit de cette rencontre d'Abidjan. Lorsque la Côte d'Ivoire fait de nous un pays d'honneur à son potentiel économique, en recherchant les champions nationaux de Côte d'Ivoire, la Guinée doit prouver que nous sommes tous les opérateurs guinéens sont des champions. En quoi faisons? C'est en nous organisant, en nous mobilisant dans notre pays, en prouvant aux autres que nous sommes unis, que nous sommes ensemble et en répondant à des invitations du genre. En tout cas, du point de vue organisation, l'équipe que vous voyez là et les autres du secteur privé guinéen, nous sommes à disposition et prêts à tout pour démontrer que nous sommes toujours, comme toujours, un pays champion. Ce forum économique annuel dénommé CESECI Academy connaîtra la participation de plus de 500 chefs d'entreprise et leaders du monde économique, ainsi que 300 jeunes entrepreneurs et dirigeants de petites et moyennes entreprises du continent. En bref, la capitale malienne célèbre les 20 ans d'existence du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage au Mali. Le forum mobilise plus de 300 invités venus de 12 pays organisés en réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle dans la Guinée. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec sur place notre envoyé spécial Moussa Komara. Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, un incendie a ravagé une bonne partie du marché d'Abobo. Pendant ce temps, en Birmanie, le sort des Rohingyas est toujours en question. Et puis en France, des manifestations sont organisées contre certaines réformes. Voyons tous là en image avec Tabansila. Une partie du grand marché d'Abobo dans la capitale ivoirienne a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Durant une bonne partie de la nuit, les pompiers à l'aide des citoyens se sont mobilisés pour éteindre le feu. La police a ouvert les enquêtes pour comprendre les causes de l'incendie. La mobilisation contre le franc CFA continue. Plusieurs acteurs de la lutte contre cette monnaie se sont réunis samedi dans plusieurs villes d'Afrique francophones à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste pour dire non au franc CFA, notamment à Dakar, Cotonou, Bamako et Libreville, où les manifestants ont été aussitôt dispersés. Depuis 3 semaines, il fuit par milliers les violences en Birmanie. Environ 400 000 réfugiés Rohingyas sont arrivés au nord du Bangladesh, où le gouvernement appelle à la solidarité internationale. La persécution des Rohingyas sera au menu de la 72e session des Nations Unies. Déjà mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé un cessez-le-feu immédiat de la violence contre la minorité musulmane Rohingya. En France, les routiers étaient ce matin devant le ministère du Travail. À l'appel des syndicats CFDT et CFTC, ils manifestent contre certaines mesures phares du projet de réforme de la loi par ordonnance du Code de travail. Le mouvement des automobilistes a atteint plusieurs régions de France. L'agriculture bio continue sa progression en Europe. La consommation des produits bio fait un boom de 14% au premier semestre 2017. Les ventes, elles ont progressé de 18%. La Suède est le pays de l'Europe où le marché de bio a le plus progressé. Son chiffre d'affaires augmente progressivement depuis 2014. Pour être complet, j'ajoute que les travaux de l'Assemblée nationale des Nations Unies ont débuté ce lundi à New York. C'est le président américain Donald Trump qui a ouvert les débats. Ce rendez-vous diplomatique d'une semaine va porter essentiellement sur les tensions avec la Corée du Nord, la Syrie et l'accord nucléaire iranien. Le président guinéen Alpha Condé et président en exercice de l'Union africaine prend part à cette rencontre. Demain, le chef de l'État va prononcer son allocution à la tribune des Nations Unies. Sanassi Keita et Fatoumata Samoura nous en diront plus dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de nous avoir suivis. Merci à la régie, au cadre région de Namou et à l'Ansana Tambaya Silla, au réalisateur Algassi Mouba, Mamadou Saliouba et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Boké, Mamou et Bamako.